Good morning everyone, and welcome to the third annual Science and Policy Exchange. Bon matin à tous et bienvenue à la troisième édition du dialogue Sciences et Politique. Today we have a really packed program for you. On a un programme très chargé, but before we begin, I'll just like to go over our sponsors that help support the conference this year and without whom the conference would not be possible. So these are our silver sponsors this year, nos commanditaires argent. I'd also like to take a moment to thank all the organizers on this year's team who volunteered. We're all volunteers. They all volunteered their time throughout the year to make this event possible, and I'd really like to thank especially the panel leaders, Alex, Monica, and Gregory, who put together really nice panels, and we're really excited to see how they work out today. Notre discours d'ouverture débutera dans quelques minutes, and our keynote speaker in the morning, Monsieur Denis Leclerc, the CEO and President of Ecotech Quebec, will deliver the opening keynote in a few moments. Je vous invite à accueillir Monsieur Leclerc et je vous souhaite une bonne conférence. Please join me in welcoming Monsieur Leclerc, and I wish you a nice conference. Alors, merci beaucoup Janet et bon matin à tous. Très heureux d'être parmi vous à cet événement. Merci de l'invitation. Toujours très content de faire des présentations à propos d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, les technologies propres, les clean tech, mieux connu sous le nom de clean tech, parce que c'est un domaine qui est en ébullition, mais c'est un domaine également, c'est un incontournable. Si on veut que notre société soit plus verte, plus productive et plus saine également. Alors, ça va me faire plaisir de vous donner quelques idées, quelques aperçus de ce que c'est des technologies propres, comment on retrouve ça ici au Québec et qu'est-ce qu'on pourrait, quel serait le potentiel de développement pour le Québec. On m'a dit que je pouvais le faire en français, je pense que tout le monde est confortable. Ça vous va? C'est bon? Okay. Alors on commence. Premièrement, Ecotech, c'est une grappe. Ou le mot qu'on utilise entre autres en Europe, c'est un cluster. Et c'est quoi ça, un cluster? Un cluster, c'est comme un petit groupe, c'est comme un SWAT. Alors, très petit groupe qui essaie de faire bouger des silos, bien sûr. Dans une organisation ou dans un secteur bien donné, il y a beaucoup d'intervenants. Et c'est habituellement, ils travaillent sur des aspects très spécifiques. Alors au niveau de la grappe, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de regrouper ces gens-là et de trouver des enjeux communs ou des opportunités communes et de faire bouger les choses pour influencer finalement le résultat. Comme ici au Québec, nous, chez Ecotech, notre mandat, c'est pas compliqué. C'est de s'assurer que les conditions soient les plus propices qui soient pour le développement des technologies propres et leur commercialisation ici et à l'étranger. Bien, au niveau des clusters ou des grappes, on n'est pas les seuls au Québec. Vous avez aussi dans la grande région de Montréal des grappes au niveau de la science de la vie, technologie de la santé. Il y en a d'autres au niveau de l'aéronautique. La région de Montréal est le troisième pôle en importance en aéronautique dans le monde après Seattle et Francfort, Toulouse. Il y a aussi d'autres grappes ou clusters au niveau des technologies de l'information. Ou divertissement numérique, cinéma, gaming, ça aussi, ce sont des sphères de spécialisation qu'on retrouve dans la grande région de Montréal. Ça implique également dans les autres régions du Québec. Et un secret bien gardé, des clean tech. C'est un secret bien gardé parce que il y a 3 ans. D'abord, Ecotech existe seulement depuis 3 ans. Mais il y a 3 ans,
Moi, j'étais vice-président développement durable pour une très grande entreprise forestière qui s'appelait, dans le temps, Abitibi-Bowater. Et quand il y a un chasseur de tête qui m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé à débuter un organisme à but non lucratif, j'ai dit « ouais, je n'avais pas pensé à ça dans ma carrière ». Deuxièmement, il disait une grappe. Je me disais une grappe. Qu'est-ce qu'il y a d'habitude au bout de la grappe? C'est du raisin. Avec du raisin, tu fais du vin, ça doit être bon, c'est une grappe. 3, technologie propre. J'ai dit, on n'a pas de technologie propre au Québec. J'en connais pas, moi, à mon poste, comment ça se fait qu'il y en aurait? Et oui, il y en a. Alors, c'est pour ça que c'est un secret très bien gardé. Et c'est pour ça que un des enjeux ou un des défis d'Écotech, c'est de bien faire connaître l'offre de services, le potentiel qu'on trouve ici au Québec en technologie propre. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Parce que, souvenez-vous de la dernière stratégie québécoise en recherche et innovation. Ça s'appelle la SQRI. Dans la SQRI, qui se termine d'ailleurs en mars prochain. Et hier, j'ai passé la journée en réunion pour essayer de trouver des orientations pour la prochaine stratégie du Québec en innovation. Mais dans le cadre, dans la SQRI, il y a des éléments qui sont importants parce qu'on a des défis importants au Québec. On a des défis importants et on sait donner des défis importants également. Un de ces défis-là, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec de 20 d'ici 2020, en référence à 1990. C'est un défi important. Le Québec est le seul à avoir ce défi-là en Amérique du Nord. 2, c'est un défi important parce que déjà 98 de notre électricité est verte et renouvelable. Alors, quand vous voyez les autres pays, entre autres les pays européens, qui ont la même cible, mais si vous regardez leur portfolio en énergie, vous vous apercevez que le gros de la réduction des émissions de gaz à effet de serre viendra de cette adaptation-là au niveau de la génération, de la production d'électricité. Alors ça, c'est un défi important. Again, find another power source. L'électricité, je vous dis que c'est important. Alors, à cause ou grâce à ce défi de réduction de 20 de nos émissions de gaz à effet de serre, dans la SQRI, c'est-à-dire la stratégie qui a été mise en place par le politique, parce que bien sûr, aujourd'hui, vous parlez aussi de politique. Alors, il y a le transport en commun, ou l'électrification des transports, qui vient aussi se combiner à ce défi, mais vous voyez, c'est un élément extrêmement important, la mobilité, l'écomobilité. Un autre projet dans la SQRI, c'est l'avion vert. Comment on va faire pour qu'au Québec, on puisse contribuer à avoir des avions beaucoup plus performants, puis pas seulement au niveau du carburant, mais au niveau, entre autres, de la recyclabilité de l'avion. Qu'est-ce qu'on fait une fois que l'avion a fini sa durée de vie? D'ailleurs, ce matin, on a une rencontre à 9h, mais on a une rencontre sur qu'est-ce qu'on peut faire pour combiner l'expertise qu'il y a au Québec avec le secteur aéronautique dans le cadre de l'avion vert. Un autre projet, les Green ICT, les écolotiques. Au Québec, vous avez vu, on a développé une expertise au niveau des technologies d'information. Les écolotiques, c'est pas seulement de réduire la consommation énergétique de technologies d'information, mais c'est comment ces technologies vont servir de liaison de ce qu'on appelle l'enabling technology pour faire avancer d'autres technologies comme les technologies propres. Vous vérifiez ici, c'est ça? Oui. Alors, technologie d'information. Et finalement,
l'aménage forestier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec une des ressources qu'on trouve ici au Québec, la forêt, qu'est-ce qu'on fait de différent du papier ou du bois d'œuvre, comment on peut plutôt retirer certaines valeurs et pouvoir développer certaines niches en utilisant la forêt du Québec qui correspond quand même à 2% de l'ensemble de la forêt du monde. Alors vous voyez, ce sont des projets mobilisateurs qui ont tous un lien avec l'innovation dirigée soit vers l'environnement direct ou vers l'énergie. C'est ce qu'on appelle des technologies propres. Et il y en a un autre grand projet qui peut-être avec le nouveau gouvernement s'appellera plus Plan Nord, mais disons qu'il y a un développement de cette partie-là du Québec qui va se poursuivre. Mais le Plan Nord, c'est... OK, c'est bon. Pas grave, je vais continuer, je n'ai pas besoin de 7 ans. Le Plan Nord, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement de développer de façon durable une partie du Québec. Et ce défi-là, c'est un autre grand défi que l'on a, ce défi-là, ça sera de développer ou d'utiliser notre savoir-faire, notre matière grise, différemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer le Nord en utilisant des solutions du Sud. On peut partir de solutions du Sud, et le Sud, c'est ici. Hein. Ceux qui connaissent un peu le Nord, j'ai eu la chance, moi, d'habiter Coudjouac pendant un an de temps, et je me souviens, la première, en arrivant à Coudjouac, à l'aéroport. Oui, oui. Alors, c'est bon comme ça? Alors, oui. Alors, à l'aéroport de Coudjouac, quand je suis arrivé, les gens m'ont dit « Ah, bienvenue dans le Nord, bienvenue. » Puis il y en a qui reprenaient l'avion. Puis là, je voulais être gentil avec eux autres. Je dis « Ah, vous allez où? »« Ah, je m'en vais dans le Sud. »« Ah, ouais, où? À Cuba, à Guadeloupe? » « Ah non, à Montréal. » Parce que le Sud, pour eux, c'est Montréal. Alors, pour ça qu'il ne faut pas développer le Nord en utilisant des solutions du Sud, il faut pouvoir non seulement les adapter, mais les améliorer. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui me fait dire que le Plan Nord peut devenir la plus belle vitrine d'innovation que le Québec ait connue. Alors, vous pouvez vous imaginer tout ce qui entoure le Plan Nord, tout ce qui entoure les innovations, l'environnement, la biodiversité, l'énergie, la forêt, les mines, bien sûr, mais il n'y a pas seulement des mines. On parle beaucoup des mines, mais il y a beaucoup d'autres choses. Si on veut qu'on développe le Nord de façon soutenable ou qu'on puisse avoir un développement nordique durable, bien pour nous, ça nous interpelle en disant, et ça devrait interpeller tout le Québec en disant, comment on va faire ça correctement et comment on va pouvoir profiter par la suite, c'est-à-dire comment on va pouvoir développer des expertises, des savoir-faire qu'on pourra exporter par la suite, parce que des régions nordiques, ça existe ailleurs dans d'autres pays. Vous parlez des régions arctiques ou subarctiques également, ou antarctiques même. Alors, vous pouvez voir le potentiel de développement dans des régions comme le Grand Nord du Québec. Merci beaucoup. Alors, technologie propre, peut-être, je me fais toujours demander, c'est quoi ça, des technologies propres? Ça veut dire qu'il y a des technologies sales. Moi, personnellement, je n'aime pas très bien ce mot-là, mais je vais vous définir, c'est quoi du clean tech? C'est de l'innovation. C'est vrai que ça a un impact sur l'environnement, c'est-à-dire on fait plus ou mieux avec moins. Alors, moins de ressources naturelles, moins nos richesses naturelles. C'est des ressources, mais ça devient des richesses pour l'ensemble de la population. Alors oui, écologiquement parlant, c'est un bénéfice, mais également économiquement parlant. Il faut que ces technologies-là puissent permettre à son utilisateur de développer, d'améliorer sa compétitivité. Et ça peut être à différents niveaux, pas seulement au niveau des coûts d'opération, oui c'est vrai, puis
Je regarde M. Gaudreau de Cascade. Évidemment, il faut réduire les coûts d'opération, mais aussi, ça peut faire partie d'un mix marketing. Ça peut nous placer notre produit par rapport à d'autres concurrents de façon remarquable. Puis là-dessus, j'ai combien de temps? Moi, je peux parler 1 heure, là, mais non. J'ai une petite anecdote là-dessus. Voulez-vous la savoir? Oui. Ils ont dit oui, je vois. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on veut différencier notre produit, bien sûr qu'il y a le prix, vous connaissez ça, les gens de marketing, le prix, la place, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'empreinte écologique du produit. Puis moi, quand je parle de ça, les gens disent « Bon, mais penses-tu que les gens s'occupent de ça? Quand ils vont acheter ton produit, ils vont l'acheter. » Ben, j'ai dit, je vais te donner un exemple. Walmart. Parle-moi pas de Walmart. Oui, je vais te parler de Walmart. Dans mon ancienne vie, non, je ne suis pas supposé dire le nom de la compagnie, c'est vrai. Oubliez le mot qui commence par W, je n'étais pas supposé vous le dire. Alors, il y a une compagnie, un grand détaillant mondial qui, un jour, vous vous souvenez, c'est un des nouveaux CEO qui avait dit, nous autres, il faut réduire notre empreinte carbone. Tout le monde a dit, ben oui, ils le font. Alors, quand ils achètent, ils vérifient l'empreinte carbone des produits. Puis c'est bien sûr que si tu es un producteur et tu es capable de leur démontrer que ton empreinte carbone est plus basse que d'autres, ben, tu as un avantage concurrentiel. Dans mon ancienne vie, c'était quoi les autres affaires? Je n'avais pas le droit de dire, mais ça reste entre nous autres, OK? Il y a un type du grand détaillant au monde qui vient, on est en meeting, puis il me dit « Denis, il faut que tu m'aides. » Je dis « Yes, pas de problème. » Il dit « Il faut que je réduise mon empreinte écologique et surtout l'empreinte carbone. » Je sais pas, où prendre le train, je sais pas, faire quelque chose. Il dit « Non. » Il dit « Même au niveau du papier qu'on achète de vous autres. » Je dis « Comment le papier, vous avez? » Non, il dit « On regarde tout. Pas seulement ce qu'on vend, mais ce qu'on achète pour nous, nos opérations. » Alors, je trouvais ça un petit peu radical. Puis là, je vous parle il y a 4 ans, 4-5 ans. Et j'ai dit, c'est correct, comment on va faire ça? On s'assoit, on essaie de trouver des idées pour démontrer que, bon, on peut réduire leur empreinte carbone, ou plutôt notre empreinte carbone, parce que pour acheter nos produits, pour faire une histoire courte, à un moment donné, il nous appelle et il dit « Ah, c'est dommage, on a trouvé un fournisseur qui a une empreinte carbone plus basse que la vôtre. C'est bien dommage, on aurait aimé ça continuer à faire affaire avec vous autres. » Je dis « Voyons donc, pas de même ça marche. » Mais tu vois, oui, nous autres, là, c'est très strict, très sévère. Puis je leur ai demandé à quelle place, d'où ça vient ce papier-là? Il m'a dit « Des États-Unis. » Oh, tout de suite, je me disais, il y a un problème. Et là, on a su de quelle usine concurrente. Puis nous autres, on a tout de suite mis une petite équipe là-dessus, puis on a commencé à faire de l'évaluation de comparaison de l'empreinte carbone pour s'apercevoir que on était mieux qu'eux autres avec les données qu'on avait. Alors, on tourne voir le plus grand détaillant au monde, on leur dit, mais non, voici notre empreinte carbone, et voici votre concurrent. C'est-à-dire notre concurrent, votre nouveau fournisseur. Là, ils ont regardé ça, et ils ont dit, ben, c'est pas les données qu'on a. Ah non? Là, on a dit comparer, puis ils se sont aperçus que le concurrent, ben, il avait oublié certaines émissions indirectes de carbone. Alors, tout ça pour dire qu'on était bien meilleurs qu'eux autres. Conclusion. Qui aurait pensé, il y a 4-5 ans, que l'empreinte carbone allait être importante pour faire une vente de papier, pour imprimer des circulaires? Alors, vous pouvez vous imaginer la tendance dans ce domaine-là. Alors, c'est pour ça que, économiquement parlant, les technologies propres peuvent amener un avantage concurrentiel à l'utilisateur. Et bien sûr, finalement, j'ai fait tout un détour pour arriver là. Et socialement parlant, bien sûr, si on utilise moins de ressources naturelles pour produire mieux, pour produire plus, socialement parlant, on va avoir un impact
important au niveau de l'ensemble des régions. Mais ça, c'est bien beau de dire ça, technologie propre, mais au Québec, ça veut dire quoi? Mais surtout, où on retrouve ça, les technologies propres. Puis les technologies propres, finalement, après le bon Dieu, c'est les technologies propres qui est tout partout. Parce que, quand on regarde ça, c'est dans plusieurs domaines d'activité. Si vous pensez, juste ici le building, au niveau de l'éclairage, au niveau de la ventilation, au niveau de la gestion de l'énergie, il y a de l'eau, l'eau brune, l'eau grise. On peut retrouver des technologies propres à peu près tout partout. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, à quelle place que je ne peux pas en trouver? Je cherche encore, là, parce que il y a toujours, toujours en tout cas, il y a souvent des liens qui nous amènent à des innovations, des technologies qui ont un impact ou un aspect environnemental et énergétique. C'est bien beau de dire tout ça, mais au Québec, on se situe où? Mais le Québec, on se situe où? Moi, c'était ma première question. Tu sais, le chasseur de tête, quand j'ai dit il n'y a pas de technologie propre au Québec, finalement, je me suis laissé prendre au jeu. J'ai dit, OK, on met ça sur place. Mais après ça, on a essayé de voir, il y a combien de technologies propres qu'on peut retrouver au Québec. Alors, on essaie d'identifier des entreprises qui sont impliquées en technologie propre. Et après ça, l'autre question, c'est de dire, c'est bien beau le nombre, la quantité, mais maintenant, regardons la qualité. Est-ce qu'au Québec, on est bon dans quelque chose? Hein? C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, on a 50 technologies de l'eau, on est bon. La réponse avait été, si on en avait peut-être 5, peut-être ça va dire qu'on serait très, très bon. On ne va pas dire qu'on en a 50 qu'on est bon. Alors, comment on est capable de quantifier, de qualifier où on est bon là-dedans? Alors, puis dire bon, là, c'est peut-être pas le bon terme. J'aurais dû dire où on a bien déployé nos actifs et nos connaissances dans quel domaine. Alors, mais c'est de se dire, on a-tu un avantage concurrentiel? Alors, chez Ecotec, on a, avec Deloitte, fait une étude, une analyse plutôt comparative. On s'est dit, on va regarder la demande. Tu sais, la revue de littérature, on regarde la demande à travers le monde sur certains aspects des technologies propres. Puis après ça, on s'est dit, au Québec, on va regarder c'est quoi les atouts qu'on a. Les atouts naturels, les atouts industriels, les atouts de savoir. On s'est dit, disons que ça, c'est nos atouts, ça, c'est la demande. Qu'est-ce qu'on a déjà au Québec? On essaie de faire une corrélation pour se dire, à quelle place qu'on est bon ou à quelle place qu'on pourrait l'être meilleur. Un peu comme cette idée-là m'était venue quand j'ai vu les Jeux olympiques d'hiver à Vancouver, où on y parlait de ronde de podium, ou à nous le podium, où le gouvernement canadien avait dit, on a toutes les disciplines sportives, mais celles qui ont des chances de gagner, on va leur donner un peu plus. C'est pourquoi on ne fait pas la même affaire avec l'innovation. Alors, ça pour dire que, puis ça se retrouve sur notre site web, là, si ça vous intéresse d'aller voir ça, on s'est aperçu qu'il y a quatre secteurs qui étaient assez bien déployés au Québec, la biomasse, l'efficacité énergétique, matière résiduelle, l'hydroélectricité, bien sûr, mais il y a certaines niches là-dedans qui particulièrement auraient un peu plus de potentiel. Par la suite, en bas, il y a d'autres secteurs, des secteurs qui demanderaient aussi un développement parce que, compte tenu des éléments que je vous ai dit précédemment, ça peut être des niches intéressantes pour le Québec. Le solaire, on n'a pas de soleil ici. Pourquoi que le solaire serait intéressant? C'est le solaire thermique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais les sols, la chimie verte, vous allez voir Michel Lachance tout à l'heure, il va vous parler des chimies vertes. L'eau, le transport éolien, tout ça pour dire qu'on a quand même certains secteurs extrêmement intéressants qu'il faut maintenant trouver des façons de pouvoir aider au déploiement de cela. Et ça, c'est important lorsqu'on regarde dans le thème d'aujourd'hui, la politique, comment ça peut jouer en ligne de compte.
Alors, au Québec, on recense à peu près, nous, on a recensé à peu près 400 entreprises clean tech innovantes, plus de 200 centres de recherche qui sont reliés à ce secteur-là. Et bien sûr, nous, chez Ecotech, on rassemble également des financiers, des chercheurs, des universités, des associations industrielles, alors les acteurs pour faire bouger l'innovation en technologie propre au Québec. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site web d'Ecotech Québec. On a une carte, ça c'est juste une petite partie de la carte, où on a identifié les entreprises par rapport à la secteur d'activité, que ce soit l'eau, l'air, sol, matières résiduelles. On a repris la nomenclature traditionnelle de l'environnement, mais pour quand même nous donner un aperçu, à quelle place où sont-elles situées ces entreprises-là? Je vous parlais d'Ecotech, là. Ecotech, il y a une centaine d'entreprises là-dedans. On a des partenaires de prestige, dont Cascade, puis on a des partenaires publics. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit une grappe, où on fait bouger l'innovation, donc les industriels, les financiers, les chercheurs, ce sont les trois piliers de cette grappe-là. Comment on fait ça? On essaie de le faire, bien sûr, ici au Québec, mais ce qu'on s'est aperçu très rapidement, c'est que le Québec, le marché est beaucoup trop petit. Quand on en a du marché, parce que l'efficacité énergétique, c'est pas évident de vendre l'efficacité énergétique au Québec lorsque le coût d'électricité est si bas. Alors, on a plusieurs entreprises qui, eux autres, doivent regarder ailleurs. D'ailleurs, une anecdote, quand j'ai commencé, l'année passée, il y avait une entreprise qui n'est pas publique, alors je n'aimerais pas son nom parce que ça fait partie, vous allez savoir pourquoi. Et je leur demandais, puis comment ça va vous autres? Ah, ça va bien, on a des contrats un peu partout. Je dis, super. Je dis, c'est quoi le pourcentage de ton chiffre d'affaires cette année au Québec? 0%. 0%? Wow! Comment ça se fait? Ben, je ne suis pas capable de vendre au Québec à cause de ci, de ça. Mais il vend en Australie, en Pologne, en Inde, un peu partout. Alors, vous voyez, il y a une dichotomie là-dedans. Et ce qui fait que un des éléments au niveau de la grappe qui est important, c'est de trouver des acteurs à l'étranger qui pourraient venir nous aider à créer des alliances stratégiques avec nos entreprises parce qu'elles sont petites. Alors, en créant des alliances stratégiques, ça permettrait le déploiement ou l'éclosion des innovations en environnement et en énergie un peu partout. Alors, c'est pour ça qu'on a des collaborations avec le Global Clean Tech Cluster Association, qui est une nouvelle association qu'on a aidé à mettre sur pied. Il y a avec l'Europe, d'ailleurs, on fait un événement la première semaine du mois d'octobre avec l'Europe. L'Europe, il y a 10 pays européens qui viennent à Montréal, la première semaine du mois d'octobre, qui vient parler d'économie verte, de technologie propre. Je vous invite à aller sur notre site, la publicité. Allez voir, il y a un événement pour ça. Et le Brésil, on a eu une belle opportunité de développer un partenariat avec l'État de São Paulo. Alors, encore là, pour faire des échanges, des occasions d'affaires pour nos entreprises, des occasions de recherche pour nos centres de recherche. Ceci étant dit, si on veut que les technologies propres lèvent davantage, en termes de levier important au niveau du politique et de la politique, c'est de se dire, on a des bons avantages au niveau de la recherche et développement au Québec. Puis je pense qu'il va y avoir une discussion un petit peu plus tard dans la journée. C'est beau, mais ça c'est de la recherche et développement. Maintenant, il faut faire de l'innovation, c'est-à-dire d'avoir un succès encore plus important qu'on a présentement, c'est-à-dire prendre l'idée puis d'en faire des projets de démonstration, de viabilité, puis après ça, pouvoir l'exporter. Alors, je vous laisse sur deux idées sur lesquelles nous travaillons à essayer d'influencer les décideurs publics. C'est d'abord comment on peut faire pour appuyer davantage les innovateurs dans la commercialisation de leurs innovations. Beaucoup de support est là en R&D, maintenant dans la commercialisation. Comment on peut faire ça intelligemment? Parce que bien souvent,
ce que les innovateurs me disent, c'est que ça leur coûte plus cher la phase de commercialisation que la phase de recherche et développement. Alors, si on veut que nos investissements, parce que c'est des investissements publics finalement, l'argent du gouvernement, si nos investissements, on veut que ça nous rapporte éventuellement, au niveau de la société, bien, il faut que ça devienne utile pour la société. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les marchés publics. Marché public, si j'entends pas financier, j'entends marché public, gouvernement, municipalité, organisation publique, parapublique. Ça, c'est les plus grands acheteurs au Québec. Le marché public, plus grand acheteur numéro 1. D'ailleurs, c'est l'acheteur numéro 1 au Canada et dans bien des pays. Alors, on se dit, comment on peut améliorer ou accentuer leur rôle dans la mise à l'essai des innovations et dans leur adoption. Si on est en mesure de faire bouger un petit peu l'aiguille pour que les municipalités, les organismes publics, parapublics, les différents ministères jouent un rôle de banc d'essai, de vitrine technologique pour nos innovateurs, je pense qu'on sera en mesure d'avoir beaucoup plus de succès dans l'innovation. Et je pense que le gouvernement viendrait jouer un rôle, les gouvernements, pardon, viendraient jouer un rôle extrêmement important pour accentuer l'innovation à partir de la recherche et développement. C'était mon petit topo. Est-ce qu'on a temps pour des questions? Oui? One quick question. OK. Merci. Bonjour, M. Leclerc. C'est vraiment un plaisir de vous revoir. Je me présente, je suis Jonathan Laurent-Nil. Je suis la critique adjointe en matière de sciences et technologies chez la LPD. Donc, ma question, mais on sait qu'on a une économie qui est très déséquilibrée en ce moment. On a un secteur de ressources naturelles qui est très fort au niveau fédéral, mais nos PME souffrent. Et il y a plusieurs défis aussi, notamment le manque de capital de risque. Donc, je sais qu'au niveau de ma circonscription, il y a plusieurs défis. Vous connaissez l'entreprise Novabus, dont les employés ont dû subir plusieurs mises à pied au cours des dernières années. Donc, quelles sont vos recommandations plus précises pour le gouvernement au niveau fédéral? Parce que nous savons qu'au niveau provincial, vous avez d'autres recommandations, mais au niveau fédéral, quelles sont vos demandes? Très bien. Merci beaucoup. Oui, ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous revoir. On a eu déjà la discussion il y a quelques mois on parlait à ce moment-là d'un crédit d'impôt à la commercialisation. On parlait de recherche et développement, comment on peut aider l'innovation, la commercialisation. Pour nous, une des façons simples, c'est que le crédit d'impôt à la recherche et développement pourrait inclure une partie de la commercialisation. Comme ça, nos entrepreneurs auraient un appui encore plus important. Pour revenir à votre question, au niveau fédéral, êtes-vous surprise si je vous dis qu'Écotech Québec, on est la seule grappe provinciale au Canada? Moi, ça se fait qu'on est tout seul au Canada. Je ne dis pas qu'on est tout seul, le seul cluster en environnement. Il y en a, il y en avait un à Ottawa, je ne sais pas s'il va en avoir. Bon, il y en a un à Waterloo, il y a Mars à Toronto, il y en a un peu à Vancouver, il y a pas. Mais en termes de provincial, pour l'ensemble d'une province, on est la seule. Pourtant, je regardais, il y a 72 grappes de technologie propre en Europe. Il y en a pour la Finlande, le Danemark. Bon. Je pense qu'une des choses qui est importante au niveau fédéral, c'est de voir comment on est capable de créer un réseau. Une façon de partager l'information sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a. Et on trouve que c'est plus facile de partager l'information du nord au sud. Avec nos amis de Nouvelle-Angleterre, on a des bons échanges. C'est difficile, on dirait, au niveau horizontal. Vertical, ça va bien. Horizontal, on a plus de problèmes. Pour différentes bonnes raisons, c'est vrai que c'est très vaste et tout ça, mais je pense que s'il y avait une volonté d'un partage de connaissances et surtout de l'entraide,
Je pense que ça pourrait nous aider au niveau fédéral. Et d'ailleurs, là-dessus, ce matin, j'étais en discussion avec Feu, la table ronde sur l'économie et l'environnement, qui va... J'ai-tu le droit de dire ça? Oui. OK, ça ne sort pas encore. Ils vont sortir au mois d'octobre un rapport, leur dernier rapport sur c'est quoi le roadmap pour la feuille de route pour le Canada en termes de changement climatique. Et ça inclut le Québec, les différentes régions. Et on a fait ça, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec eux autres, justement pour mettre nos connaissances ensemble. Alors ça. Deuxièmement, très rapidement, les gens me disaient le fait que le Canada est sorti de Kyoto, ça a-tu affecté beaucoup de choses? J'ai différentes réponses de la part des entrepreneurs, mais hier, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, j'ai des contrats qui ont été annulés. Ah, OK, avec le entre autres, avec le Royaume-Uni, on me dit qu'il faudrait s'en reparler. Alors, tout ça pour dire que oui, l'aspect de crédibilité est très, très important. Troisièmement, au niveau du financement, il y a un organisme qui s'appelle Technologie et Développement Durable Canada, qui c'est un financement des technologies propres, c'est un fonds qui a été mis là, indépendant, financé par le gouvernement, indépendant du gouvernement. Et ça a permis à plusieurs entreprises des technologies propres de prendre leur élan, tout partout au Canada. Mais là, ça fait 1 an et demi qu'ils n'ont plus de fonds. Et là, on se dit, ça va être quoi la prochaine étape? Je pense que c'est très important que le Canada réalise qu'au niveau du financement des innovations en environnement et en énergie, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il faut refinancer TDDC le plus rapidement possible. Alors, trois éléments de réponse. Merci. Merci bien.